Aujourd'hui, nous allons compter les 5 plus grandes mines de diamants du monde. Ce ne sont pas seulement des trous dans le sol. Ce sont parmi les opérations les plus coûteuses, les plus dangereuses et les plus impressionnantes jamais réalisées par l'homme. Mais avant de continuer, merci d'aimer cette vidéo, c'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Commençons par le numéro 5, la mine de diamants, Argyle en Australie occidentale. Pendant 37 ans, une mine située dans une région isolée de la région de Kimberley a produit plus de diamants roses que toutes les autres mines du monde réunies. En tout, l'écart est énorme. Près de 90% de tous les diamants roses extraits dans le monde proviennent d'un seul endroit. Une formation rocheuse volcanique dans un endroit extrêmement isolé. C'est tellement éloigné que la plupart des 520 travailleurs doivent prendre l'avion depuis Perth. C'est à plus de 2000 km. Ils travaillant sur le site pendant 2 semaines avant de repartir, car il n'y a vraiment rien d'autre à voir dans les environs. Argyle a été découvert en 1979 et la production à plein régime a commencé en 1983. Grâce à ce volume, il est devenu l'un des principaux producteurs de diamants mondiaux. Lors de son année de pointe, en 1994, il a produit plus de 42 millions de carats de diamants bruts. Cela représentait près de 40% de l'approvisionnement mondial. Rien qu'en termes de quantité, personne ne s'en est vraiment approché. Mais il y a un hic. Près de 95% des diamants ici ne sont pas destinés à la joaillerie. La plupart sont de qualité industrielle, bruns ou jaunes, et difficiles à vendre. Rio Tinto a même essayé de les rebaptiser en tant que diamants champagne et cognac. Mais cela n'a pas eu un si grand impact. Ce que le monde recherche vraiment, c'est la petite fraction restante, moins de 1% de la production totale. Des pierres que l'on ne trouve presque qu'à Argyle en quantité constante. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'à ce jour, on ne comprend toujours pas complètement pourquoi elles sont roses. Pour la plupart des diamants colorés, il y a une raison à leur couleur. Par exemple, l'azote pour le jaune, le bore pour le bleu. Mais pour les diamants roses d'Argyle, ils n'ont presque aucune impureté. La couleur des diamants roses d'Argyle ne vient pas des impuretés. Elle provient de la structure même de la pierre, à cause de la pression extrême pendant leur formation. Ils se forment sous la terre. La disposition du réseau cristallin change. Et à cause de cela, la façon dont la lumière traverse le diamant devient différente. C'est pourquoi il prend une couleur rose. De telles conditions ne se sont produites que dans la région de Kimberley. Aujourd'hui, rares sont les endroits au monde avec une telle formation. Mais tout a fini par s'arrêter. Le 3 novembre 2020, la mine d'Argyle a définitivement fermé. Les réserves étaient épuisées. Pendant 37 ans, elle a produit près de 865 millions. Mais malgré cette quantité, seuls quelques-uns étaient vraiment rares. Seulement quelques diamants roses vivent chaque année. Maintenant, c'est fini, il n'y en aura plus. L'approvisionnement est définitivement interrompu. Depuis, les prix ont constamment augmenté et il est probable qu'ils ne baisseront plus. Mais pour mieux comprendre à quel point il est difficile d'obtenir des diamants ici, il faut penser au processus. Il ne suffit pas de creuser. Et c'est tout. Chaque pierre extraite du sol est transportée à l'usine de traitement. Là-bas, elle est broyée en petits morceaux, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus que du sable. Ensuite, on utilise la technologie au rayon X pour rechercher les diamants. Lorsqu'on en trouve, un petit jet d'air est automatiquement déclenché pour séparer la pierre. Imagine ça, des millions de pierres, juste pour trouver quelques morceaux. Et à Argyle, c'est encore plus difficile, parce que la plupart des diamants ici ne sont ni clairs ni brillants. Ils doivent encore être triés, classés et évalués un par un. Et pour les diamants roses, c'est encore plus délicat, parce qu'une petite différence de couleur a un grand impact sur la valeur. Mais peu importe à quel point la technologie est avancée, cela ne facilite toujours pas la recherche des diamants les plus rares. Parce que les diamants roses ne sont pas seulement rares, il est aussi impossible de prédire exactement où on peut les trouver. Même après avoir extrait plusieurs tonnes de roches, il n'y a aucune garantie qu'une pièce de grande valeur apparaisse. Et chaque jour d'opération, les coûts continuent tout d'augmenter, carburant, maintenance, salaire des ouvriers et l'entretien constant des équipements dans un endroit extrêmement isolé. Ainsi, malgré une production élevée, l'exploitation minière reste risquée car tout ce qui est extrait ne génère pas toujours de revenus. Et à chaque étape du processus, il y a ses propres défis. Parce qu'il ne suffit pas seulement de trouver un diamant, il faut aussi réussir à le garder intact. Une mauvaise manipulation, un faux mouvement, peut provoquer une fissure irréparable.
Et si cela arrive, la valeur du diamant chute considérablement. C'est pourquoi chaque pièce, même la plus petite, est traitée comme si elle était extrêmement précieuse, parce que parfois, c'est la pièce la plus rare qui sortira de toute la journée. Et au final, l'argile n'est pas seulement devenue une source de diamants, il est devenu le symbole de quelque chose de rare, montrant que même dans un endroit qui semble sans valeur, il peut y avoir quelque chose de caché qui changera toute une industrie. Et avec tout ce qui s'est passé en près de 40 ans, une chose est claire. Toutes les mines ne laisseront pas un tel impact. Et toutes les découvertes ne sont pas capables de transformer toute une industrie. La mine Mir, en Sibérie orientale, occupe la 4e place. Il y a une ville qui existe pour une seule raison. Mirny, au cœur de la Sibérie orientale, un endroit où l'hiver dure 7 mois. Et la température descend jusqu'à moins 60 degrés Celsius. Ici, le sol est gelé en permanence, et les bâtiments doivent être construits sur des pilotis pour éviter que le pergélisol en dessous ne fonde. Au milieu de cet endroit, il y a un énorme trou dans le sol. Il fait 525 mètres de profondeur et 1,2 km de large. C'est l'un des plus grands trous artificiels du monde. Vu du ciel, il couvre presque toute la zone environnante. Les bâtiments sur les côtés semblent minuscules et paraissent insignifiants face à la taille du trou. On dirait que cela ne devrait même pas exister. L'histoire a commencé en 1955 à l'époque de l'Union soviétique, après la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient un besoin de diamants industriels pour la reconstruction de l'industrie. C'est pourquoi ils ont envoyé un groupe de géologues en Yakoutie. C'est là qu'ils ont découvert la kimberlite, un type de roche volcanique qui transporte les diamants depuis le manteau terrestre. Grâce à cette découverte, ils ont reçu le prix Lénine, l'une des plus hautes distinctions de l'époque. Et en 1957, l'exploitation minière a commencé dans un endroit presque impossible à exploiter. Le pergélisol de la mine Mir était presque impossible à creuser avec des équipements normaux. Ils ont donc utilisé des moteurs à réaction pour faire fondre le sol. Et quand cela ne suffisait pas, ils utilisèrent de la dynamite. Pendant la courte période estivale, le sol se transformait en boue. En hiver, il faisait tellement froid que les pneus des véhicules et même le métal se brisaient. Même l'huile gelait. Mais malgré tout cela, la mine a été construite. À son apogée, elle produisait plus de 10 millions de carats de diamants par an. Et une grande partie de ceux-ci étaient de qualité gemme. Pour De Beers, c'était un gros problème. Pendant longtemps, ils ont contrôlé l'approvisionnement mondial en diamants afin de maintenir les prix élevés. Mais soudainement, l'Union soviétique est entrée en jeu et a mis sur le marché de nombreux diamants de haute qualité. Pour éviter la chute des prix, De Beers a été obligé d'acheter une grande quantité de diamants russes. Ce n'était pas pour les vendre, mais pour éviter qu'ils n'atteignent le marché libre. Et il est clair que les soviétiques savaient ce qu'ils faisaient. En 2001, les opérations à ciel ouvert ont été arrêtées. En 2009, l'exploitation minière souterraine a repris. Mais en 2017, il y a eu une inondation dans la mine souterraine. Plus de 140 travailleurs ont été piégés. La plupart ont été sauvés. Mais certains ne sont jamais revenus. Depuis lors, la mine n'est jamais revenue à une production complète. Et l'énorme fosse reste silencieuse et clairement visible d'en haut. Imagine ce que l'on ressent en travaillant dans un endroit comme celui-ci. En hiver, il n'y a presque pas de soleil. Et le froid peut tuer en seulement quelques minutes si tu n'es pas préparé. Chaque mouvement doit être planifié. Chaque machine doit fonctionner. Parce que si elle s'arrête, il se peut qu'elle ne redémarre jamais. Et dans de telles conditions, une simple erreur peut devenir un grave accident. Mais malgré cela, l'opération continue. Parce que la valeur de ce qui se trouve sous terre est trop élevée pour être abandonnée. Et ici, l'ennemi n'est pas seulement le froid, mais aussi la taille de la fosse. En raison de la profondeur extrême de la mine Mir, il arrive parfois que des courants d'air se forment à l'intérieur. Et selon certains rapports, cela représente un danger pour les hélicoptères. Voler au-dessus de celle-ci. Parce que le courant d'air pourrait entraîner l'appareil vers le bas. Ainsi, au fil du temps, des restrictions de sécurité ont été mises en place pour éviter les accidents. Cela signifie qu'ici, on ne creuse pas seulement la terre, on repousse aussi les limites mêmes de l'ingénierie et de la sécurité. Et au fur et à mesure que l'opération se poursuit, les limites du site deviennent plus évidentes, parce que la technologie ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il y a des moments où c'est la nature qui a le dernier mot, quand on peut travailler, quand il faut s'arrêter. Et dans un endroit comme celui-ci, le respect de l'environnement n'est pas un choix, mais une exigence pour survivre. Et tant que cette immense fosse reste debout, elle demeure un rappel.
qu'il y a des choses que l'homme peut accomplir, même dans des endroits presque impossibles à habiter. Et au milieu des terres froides et presque sans fin de la Sibérie, il reste un rappel que même dans les conditions les plus difficiles, il y a encore des choses que l'on peut obtenir, si l'on a assez de persévérance. Numéro 3, la mine d'Odachny en Russie. Son nom signifie « chanceux », et avec tout ce qu'elle contient, ce nom lui va vraiment bien. Elle se trouve dans la République de Sakha, au nord-est de la Russie, au-dessus du cercle arctique. On estime qu'il y a environ 164 millions de carats de réserve de diamants ici. C'est l'un des plus grands gisements de diamants découverts au monde. En profondeur, la fosse à ciel ouvert atteint jusqu'à 630 mètres. À l'époque, c'était l'une des mines à ciel ouvert les plus profondes au monde. Pas seulement pour les diamants, mais pour tous les minéraux. Et son échelle est difficile à imaginer. Si tu regardes d'en haut, les camions au fond ressemblent simplement à de petits insectes. C'était une partie d'une exploration plus longue pour chercher des cheminées de kimberlite. Et finalement, ils ont fait une découverte. Pas seulement une, mais deux. En quelques semaines, la deuxième cheminée a été confirmée. Et plus tard, ces deux cheminées ont été réunies pour former l'une des plus grandes mines de diamants au monde en termes de superficie. Si tu réfléchis à l'échelle de cette mine, une comparaison normale ne suffit pas. Un des camions ici est aussi grande qu'une maison, et sa roue est même plus haute qu'une personne. Et elle serpente au fond d'une fosse très profonde, comme un petit monde sous la terre. À chaque tour, ce sont des centaines de tonnes de terre. Et dans chaque tonne, il est possible qu'il y ait un diamant caché. Et plus la fosse s'approfondit, plus l'opération devient compliquée. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de creuser, il faut aussi contrôler la stabilité du sol, s'assurer que les bords de la mine ne s'effondrent pas, et surveiller chaque couche de roche, parce que chacune a des caractéristiques différentes. Certaines sont tendres, d'autres dures, et certaines peuvent soudainement céder. C'est pourquoi chaque mouvement de la machine est accompagné de calculs. Il ne s'agit pas seulement de force, mais aussi de précision. Et chaque jour d'opération, il y a une chose qu'on essaie sans cesse d'améliorer. L'efficacité. Comment accélérer le processus sans sacrifier la sécurité? Comment augmenter la production sans augmenter les risques? Et à cette échelle, même un petit changement a un grand impact sur le résultat. À cette échelle, tu ne mesures plus seulement la taille de la mine. Tu mesures aussi jusqu'où l'homme peut aller. En regardant l'ampleur de cette opération, il est facile d'oublier combien d'étapes il a fallu pour en arriver là. Numéro 2, la mine d'Orapa au Botswana. Orapa signifie « lieu de repos des lions » en Tswana. En 1967, il n'y avait pratiquement rien à cet endroit. Elle se trouve à environ 240 km de la grande ville la plus proche. Et à cette époque, le Botswana était l'un des pays les plus pauvres du monde. Le revenu moyen par personne était d'environ 80 $ par an. Il n'y avait pas de route, pas de main-d'œuvre, pas de réseau électrique. Aux yeux des anciens dirigeants, cela n'avait aucune valeur. Mais il n'a fallu qu'1 an pour prouver qu'ils avaient un tort. En 1971, l'exploitation de la mine a commencé. Son conduit kimberlitique couvrait plus d'1 km². C'était l'un des plus grands jamais découverts. C'était une mine à ciel ouvert exploitée en continu, 7 jours sur 7. Elle produisait près de 11 à 12 millions de carats de diamants chaque année. Et au fil du temps, la fosse devenait de plus en plus profonde. Elle a dépassé les 300 mètres. Ce n'est pas seulement le minerai extrait sur place qui est traité ici. L'usine de traitement reçoit également du minerai provenant d'autres mines de la région. Elle est exploitée par Debswana. Un partenariat à parts égales entre De Beers et le gouvernement du Botswana. Et cette organisation n'est pas le fruit du hasard. Quand De Beers a approché le gouvernement du Botswana dans les années 1960, le pays était encore jeune et n'avait presque aucun poids sur le marché mondial. Mais ce qui s'est passé ensuite a été un changement extraordinaire. Les revenus tirés des diamants provenant d'Orapa et d'autres mines ont été utilisés pour construire des écoles, des routes, des hôpitaux et des universités. En l'espace d'une génération, le Botswana est passé d'un des pays les plus pauvres à un pays à revenus intermédiaires. En 2019, les diamants représentaient environ 85% des recettes d'exportation et près d'un quart de l'ensemble de son économie. Parfois, tout commence simplement par une promenade dans le désert. En 1967, un géologue a simplement remarqué des pierres de la bonne couleur. Et à partir de là, un changement a commencé qui allait transformer tout le pays.
Mais ce qui est encore plus impressionnant à Orapa, ce n'est pas seulement la taille de la mine, mais son impact sur tout le pays. Grâce aux revenus tirés des diamants, plus de gens ont eu accès à l'éducation. Les soins de santé se sont améliorés et il y a eu plus d'opportunités pour la prochaine génération. Cela signifie que chaque pierre extraite ici correspond à un changement dans la vie d'une personne. Et derrière ce développement, il y a quelque chose d'important, la gouvernance. Parce que tous les pays qui possèdent des ressources naturelles ne réussissent pas forcément. Dans de nombreux endroits dans le monde, les richesses du sous-sol deviennent souvent une source de problèmes. Mais dans le cas du Botswana, les choses ont pris une autre tournure. Les revenus ont servi au développement à long terme, pas seulement à des gains rapides. Cela signifie que ce n'est pas seulement la richesse qui compte, mais la façon dont elle est utilisée. Et à mesure que l'industrie grandit, l'équilibre devient de plus en plus important. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'extraire, il faut aussi penser à la durabilité. L'impact sur l'environnement et l'avenir de la région une fois que l'exploitation minière sera terminée. Parce que la véritable mesure du succès, ce n'est pas seulement la quantité extraite, mais aussi ce qui reste après. Et à chaque progrès qu'il apporte, tu verras que la richesse ne se mesure pas seulement à la quantité extraite, mais à son impact sur la vie des gens. Et c'est ici que tu verras un lien important. Les richesses du sous-sol, lorsqu'elles sont bien utilisées, peuvent changer la trajectoire d'un pays. Numéro 1, la mine de diamants Jwaneng au Botswana. Restons d'abord au Botswana, oublions un instant la plus grande. Oublie la plus profonde ou la plus ancienne. Il existe une mine dans le monde qui a été plus rentable que n'importe quelle mine de diamants de l'histoire. Sa valeur par mètre carré, par carat, par tonne de roche est plus élevée que toutes les autres. Elle se trouve dans le désert du Kalahari, à environ 170 km de la capitale, Gaborone. Et elle est exactement située à la jonction de 3 cheminées Kimberley-Kimberlitic, 3 sources de certains des diamants de la plus haute qualité jamais découverts. Son nom est Jwaneng. Et en Setswana, cela signifie « lieu des petites pierres ». Mais en réalité, c'est un sacré euphémisme. Elle a été découverte en 1972 et confirmée en 1973. Il a fallu 9 ans pour la préparer et la mettre en service. En août 1982, elle a été officiellement inaugurée. Un projet qui allait devenir plus tard l'une des mines les plus rentables de l'histoire. En 4 décennies, on estime qu'elle a produit pour environ 96 milliards de dollars de diamants. Une seule mine. Et aujourd'hui encore, elle représente une grande partie des revenus de l'industrie du pays. Cela atteint 60 à 70% du chiffre d'affaires total. Chaque carat extrait ici vaut plus cher que ceux de la plupart des autres mines du monde. Et la raison, c'est la qualité. Grâce aux 3 cheminées de kimberlite qui se rejoignent à cet endroit, il y a plus de chances d'obtenir de grosses pierres précieuses de haute qualité. Mais même ainsi, ce n'est toujours pas facile. Pour chaque 250 tonnes de roches extraites, on n'obtient en général qu'un seul carat de diamant de qualité gemme. Et les camions utilisés pour cela sont tellement grands que le prix d'un seul dépasse celui de nombreuses maisons. Si tu regardes l'opération ici, c'est comme une petite ville qui fonctionne chaque jour. Chaque camion a un horaire, chaque processus a son propre système, et chaque mouvement est contrôlé. Rien ne peut être laissé au hasard. En raison de l'ampleur de l'opération, même un petit retard peut avoir un grand impact. C'est pourquoi tout est planifié, de l'extraction au traitement jusqu'à la distribution. À première vue, ce ratio semble très faible. Un seul carat pour chaque 250 tonnes de roche. Et au fil du temps, l'efficacité devient encore plus importante. Parce que plus la mine devient profonde, plus les coûts augmentent. C'est plus difficile à extraire. Chaque processus prend plus de temps. C'est pourquoi chaque amélioration du système, même minime, a un grand impact sur l'ensemble de l'opération. Mais il y a une raison pour laquelle ce n'est pas un problème. Parce qu'un carat provenant de Jwaneng vaut plus cher que la plupart des diamants provenant d'autres mines. En 2023, Jwaneng a produit près de 13,3 millions de carats. La fosse à ciel ouvert de Jwaneng dépasse maintenant 450 mètres de profondeur. Et il y a un projet d'expansion appelé Cat9 qui prolongera ses opérations au moins jusqu'en 2035, ce n'est pas tout. En 2024, une expansion souterraine d'une valeur de plusieurs milliards de dollars a été approuvée. Grâce à cela, la mine deviendra encore plus profonde, jusqu'à 816 mètres, et on s'attend à ce que cela ajoute environ 20 milliards de dollars à l'économie du Botswana. Mais au-delà des chiffres, l'histoire de Jwaneng est une histoire de transformation.
En 1966, le Botswana était l'un des pays les plus pauvres du monde. Il n'y avait presque aucune infrastructure, aucune richesse connue, et la plupart des gens dépendaient simplement de l'agriculture de subsistance. Aujourd'hui, les diamants sont à la base de l'une des économies les plus stables et en croissance rapide d'Afrique subsaharienne. La mine elle-même possède son propre hôpital, une école et un aéroport. Et la ville qui l'entoure, Jwaneng, n'existerait pas sans la mine. Et c'est ici que tout converge, l'ampleur, la valeur et l'impact, en un seul endroit qui est toujours en activité aujourd'hui. Et à ce stade, tu ne vois plus seulement une mine, tu vois le résultat des décisions prises au fil des années. Des décisions qui ont progressivement façonné ce qui existe ici aujourd'hui, selon Festus Mugai. Chaque achat de diamants équivaut à de la nourriture sur la table, une vie meilleure, de meilleurs soins de santé, de l'eau potable et plus de routes reliant les communautés. Et selon Harry Oppenheimer, la découverte du Jwaneng est l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'industrie du diamant. Ce n'est pas une exagération. Si Kimberley a donné son nom à l'industrie et marqué ses débuts, Jwaneng en est devenu la source la plus importante et la plus rentable à l'époque moderne. Un endroit appelé le lieu des petites pierres, mais qui a généré près de 96 milliards de dollars et continue encore aujourd'hui à produire de la richesse. Mais peu importe l'ampleur des profits, cela ne change pas une vérité simple. Derrière chaque diamant, il y a énormément de travail, énormément de temps et énormément de ressources. Chaque pierre est passée par un long processus depuis les profondeurs de la terre jusqu'aux mains de l'homme. Et à chaque étape, il y a un effort qui n'est pas immédiatement visible. Et à ce moment-là, tu peux voir l'ensemble du tableau. Il ne s'agit pas seulement d'une mine, mais d'un système, d'un réseau de personnes, de machines et de décisions qui fonctionnent tous ensemble pour un seul objectif. Et dans chacune de ces composantes, chaque détail a un rôle. Rien n'est petit, rien n'est insignifiant. Parce qu'à ce niveau d'opération, tout a un impact. Maintenant, si tu regardes l'ensemble, l'extraction de diamants ne concerne pas seulement la richesse, c'est aussi une question d'ampleur des capacités humaines. Jusqu'à quelle profondeur nous pouvons aller, jusqu'où nous pouvons aller, et tout ce que nous pouvons faire pour quelque chose qui a de la valeur. Et dans chaque mine que nous avons vue, il y a une chose qui est toujours la même. Le processus n'est pas facile, l'opération n'est pas simple, et le sacrifice n'est pas minime. Mais au final, c'est la raison pour laquelle une petite pierre devient l'une des choses les plus précieuses au monde. Et si tu y réfléchis, ces mines ressemblent à des tests de la capacité humaine. Jusqu'où nous pouvons creuser, combien de temps nous pouvons attendre, et combien nous sommes prêts à risquer pour quelque chose qui a de la valeur. Parce qu'au final, les diamants ne sont pas de simples pierres, ils sont le symbole de ce que nous sommes capables de faire quand nous avons une raison suffisante. Chaque fois que nous regardons un diamant, nous pensons rarement à son origine, à quelle profondeur il a été extrait, à quel point le chemin a été difficile. Mais derrière chaque éclat, il y a une histoire de terre, de temps et de personnes qui ont travaillé ensemble pour le créer. Et à chaque décision, de l'extraction au traitement jusqu'à l'acheminement sur le marché, il y a des personnes qui ont consacré leur temps, leur énergie et leurs compétences. Dans le simple objet que nous tenons, tout ce processus est présent. Et au fil du temps, les traces de ces mines resteront non seulement sur la Terre, mais aussi dans l'histoire de ce que nous sommes capables de faire en tant qu'êtres humains. Arvan Polo TV,